Pour moi, la confiance se construit à partir de la création des espaces de discussion. En France, on est plus sur malheureusement la culture de la honte. Ces équipes vont être responsables de l'atteinte de leurs objectifs. Oui, allô, bonjour. Bienvenue chez ESSEB Conseil. Révéler, le podcast qui parle autrement de management. Bonjour à tous et merci pour votre venue. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui ce 3e podcast. Kevin, bienvenue, merci. Merci Cécile. Tu es psychologue, docteur en psychopathologie. Tu es l'auteur du livre « Le syndrome de l'imposteur, les clés pour changer d'état d'esprit ». Et aujourd'hui, tu travailles dans le cadre de thérapie brève en clinique et en hôpital. Oui. Aurélie, merci de ta venue. Merci à toi. Tu as été formée à HEC Paris en marketing, business et économie. Tu es aujourd'hui leader marketing chez Alan, qui est un partenaire santé pour les entreprises. Tu y es depuis près de 4 ans. Tu travailles à accélérer la croissance de l'entreprise, à construire une marque forte et à faire rayonner la culture d'Alan. Et ça, j'en ai été témoin à plusieurs reprises, et à façonner les nouvelles normes de travail. Thibaut, merci pour ta venue également. Merci à toi. Tu es titulaire d'un master recherche et conseil en sciences de gestion et d'un doctorat en sciences du management. Tu es aujourd'hui maître de conférences en management à l'Université de Nîmes. Tu as soutenu une thèse en 2021 qui nous intéresse particulièrement pour le sujet d'aujourd'hui, qui démontre l'impact de la confiance envers le management sur la performance des entreprises. Et tes travaux de recherche portent aussi sur l'impact d'un label de marque employeur sur l'équité et l'inclusion. Je me présente également, donc moi j'ai une formation RH et après une expérience RH de plus de 15 ans dans une société de distribution dans laquelle j'ai travaillé tous les sujets RH généralistes, mais aussi beaucoup de sujets de bien-être au travail et de développement de compétences. J'ai créé la société ESSEB Conseil, qui est une entreprise, une société de conseil et de formation destinée aux organisations qui ont envie d'améliorer, de mettre en place une vraie politique de bien-être au travail, mais en travaillant en profondeur le management, essentiellement. Et donc, on est tous là aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui nous intéresse tous les 4. Peut-on parler de bien-être et de performance ? Kevin, peut-on espérer du bien-être au travail sans relation de confiance ? Eh bien, d'emblée, là, je dirais que non. Je dirais non parce que si on prend juste la définition scientifique et concrète de ces deux termes, si on parle de confiance, alors déjà, est-ce qu'on parle de confiance en soi ? Est-ce qu'on parle de confiance envers l'autre ? Est-ce qu'on parle de confiance envers l'institution ? Est-ce qu'on parle de la confiance qu'on reçoit ? Dans la dimension bien-être, donc on a le bien-être psychologique, émotionnel ou social. Dans psychologique, on y mettrait d'ailleurs la confiance en soi et l'estime de soi. Pour moi, en fait, ce sont deux concepts qui sont très très imbriqués, oui. Et donc ils sont pas dissociables. Donc je pense vraiment pas qu'on puisse parler de l'un sans parler de l'autre. D'accord, merci beaucoup. Oui, moi, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est la notion de performance, parce que, en tout cas, dans l'entreprise, on a envie d'avoir des résultats. Donc, on a envie d'atteindre une certaine performance. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour atteindre cette performance, on a besoin de créer un environnement de travail où les salariés se sentent bien, un environnement de travail qui repose sur la confiance, où on crée cette confiance. Et par exemple, pour prendre l'exemple d'Alan, nous, ce qu'on a fait, c'est que cette relation de confiance, on l'a créée en revenant sur le modèle un peu hiérarchique, top-down habituel, oui. Et en essayant de mettre en place une culture beaucoup plus à plat, sans hiérarchie, avec une responsabilité très grande offerte aux équipes qu'on a rassemblées autour de ce qu'on appelle nos leadership principles et qui sont vraiment les fondamentaux de la culture d'Alan pour essayer au maximum de créer cette confiance entre salariés, leadership et toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et donc avec l'objectif justement d'aller chercher ce bien-être. Absolument, ce bien-être pour plus de performance, que des salariés qui se sentent bien dans leur tête, dans leur corps, ce sont des salariés qui vont être plus performants, plus engagés, moins absents. Oui. Et donc ça se répercute sur les résultats. Vertueux. Exactement. Parlons de la performance et notamment de son importance pour les entreprises. On est tous d'accord qu'une entreprise ne peut pas fonctionner si elle n'est pas profitable. Et la problématique centrale des entreprises, qui a toujours été la même, c'est ce qu'on appelle
la responsabilité fiduciaire du management. C'est-à-dire qu'on a 3 grands acteurs qui sont importants. Vous avez les actionnaires, les managers et les collaborateurs. Les actionnaires nomment les managers pour qu'ils rendent l'entreprise profitable. Les salariés ont une attente de bienveillance, à leur égard. Et donc, si vous voulez, le management se trouve dans une espèce de rôle pivot entre les attentes des actionnaires, les attentes des salariés. Et donc, c'est par le pas qu'ils vont faire auprès des collaborateurs que les collaborateurs vont répondre par la confiance. Et cette confiance, en fait, c'est ce que j'ai pu démontrer dans mes travaux de recherche. Elle représente 6 points de profitabilité en plus. Ou, dit autrement, si toutes les entreprises françaises réussissaient à générer de la confiance envers le management, on aurait 6 points de PIB en plus. Donc, ça représente quand même un actif qui est fondamental pour les entreprises, mais qui se construit à très long terme. Donc, c'est très difficile. Je pense, d'ailleurs, pour Alan, ça a dû être une démarche à long terme, j'imagine. Absolument. Ça s'est pas construit. Ouais. Complètement. De toute façon, c'est effectivement cette culture-là, elle est là depuis le début de la création d'Alan. Et effectivement, c'est tous les jours, au quotidien, qu'il faut parfois se battre pour conserver les principes et les fondamentaux. La confiance est un continuum. Il y a un continuum qui a son opposé. Vous avez la défiance. Donc là, c'est pas de confiance. C'est ce qui est abordé par les juristes, en fait, quelque part, la confiance juridique. On va mettre une peine pour encourager à accorder la confiance. Vous avez ensuite la confiance rationnelle, celle qui est abordée par les économistes. Pas de décalage entre le discours et les actions. Pas de risque. En fait, je m'engage vis-à-vis d'une institution ou d'une organisation parce que je sais que je prends pas de risque. Les risques sont neutralisés. C'est ce qu'on appelle limite la confiance par assurance. Et en fait, juste au-dessus, nous avons ce qui s'appelle la suspension de rationalité. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la définition de la confiance, la plus consensuelle, c'est George Simmel, 1908, et il la qualifie de Aufhebung en allemand. Ce qui a été traduit par les Français, c'est suspension de rationalité, mais finalement, par les Américains, ils l'ont traduite par leap of faith, c'est-à-dire suspension de croyance. C'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'en fait, ça reflète bien ce juste milieu entre les deux, parce qu'en fait, la confiance, c'est la volonté de se rendre vulnérable. C'est-à-dire qu'on croit dans le futur que l'autre partie va améliorer notre bien-être. Donc, quelque part, non, ce n'est pas dissociable. Mais si, à l'extrême, vous avez confiance par croyance, c'est la confiance amoureuse, eh bien, ça peut... je pense qu'on pourrait parler des couples qui peuvent être parfois toxiques. En entreprise, on retrouve des problématiques similaires. Et cette problématique-là, c'est le burn-out. En fait, le fait d'avoir une surconfiance, c'est-à-dire trop de confiance, on écrase la rationalité par croyance. Là, c'est le moment où il y aurait une cassure. Mais de manière générale, évidemment qu'il y a un lien. Les deux sont indissociables, évidemment. Oui. Finalement, on s'accorde sur le fait que bien-être au travail et confiance sont à peu près indissociables, en tout cas dans la majorité du temps. Et ça doit être une volonté managériale aussi d'avoir cette démarche et de générer de la confiance au quotidien, justement dans son désir de bien-être pour l'entreprise. Mais que ce soit, je sais que chez Alan, on n'a pas de manager, mais finalement, que ce soit pour son collègue ou pour la personne que l'on encadre, on a envie de son bien-être et donc on travaille en confiance. Donc ça paraît indissociable. Et essentiel pour le bien-être de chacun. Mais si on le rapporte à notre vie personnelle, personne n'a envie. Enfin, je pense que tous les 4 ici, aucun d'entre nous n'aurait envie d'être dans une relation où il n'y a pas de confiance. Dans un sens comme dans un autre, en fait. On veut avoir confiance en la personne avec qui on est et on veut qu'elle ait confiance en nous. Donc, ça doit forcément être la même chose en entreprise pour générer du bien-être et un climat serein et sain. Aurélie, comment la confiance intervient dans nos conditions de travail, selon toi ? Si je reprends de l'exemple d'Alan dont je parlais tout à l'heure, donc la façon dont on a créé cette confiance, c'est grâce à la culture. Cette culture, elle s'articule autour de 5 principes, donc qu'on appelle les leadership principles. Le premier de ces principes, c'est être orienté vers nos clients, vers nos membres. Cette obsession
pour nos clients, pour nos membres. C'est ce qui nous pousse tous les jours à essayer de penser le meilleur produit, la meilleure expérience pour répondre aux problèmes des entreprises, de leurs salariés et apporter la meilleure solution possible. Okay. Pour ça, on veut avoir une ambition sans limite. C'est le deuxième de nos principes. Et donc, on essaie de ne pas se mettre de barrières, de penser l'expérience, le produit le meilleur possible, et puis de travailler ensuite pour essayer de réaliser cette vision. En fait, pour travailler ainsi, il faut un cadre très large en fait pour permettre cette liberté-là. Et ça, c'est le troisième principe. D'accord. C'est ce qu'on appelle la responsabilité distribuée. Donc, on a des équipes, des petites équipes qui travaillent sur certains sujets. Ça peut être une partie du produit, ça peut être un projet spécifique et qui sont complètement autonomes. Oui. Qui vont pouvoir fixer leurs propres objectifs, évidemment en lien avec les objectifs plus généraux macro de l'entreprise. Et ces équipes vont être responsables de l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est vraiment c'est en contrat qu'elles se passent avec elles-mêmes de devoir atteindre leurs objectifs. Et elles s'auto-évaluent? Oui. Oui. Et d'un autre côté, si les équipes remplissent leurs objectifs, on doit atteindre les objectifs macro. Donc, il y a aussi quand même une évaluation générale globale de est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on avait en termes de chiffre d'affaires, de marge, etc. Oui, bien de satisfaction client, bien entendu. Et pour arriver à ça, le quatrième des principes, c'est la transparence radicale. D'accord. Parce que ce qu'on pense, c'est que pour arriver à un tel niveau d'autonomie, en fait, chaque équipe a besoin d'avoir toute l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et donc, dans l'entreprise, on a mis en place une transparence radicale. Oui. Il n'y a pas de sujets qui sont discutés entre un petit groupe de personnes. Même les sujets les plus confidentiels, ils sont publics. Les discussions ont lieu à l'écrit et ouvertes à tout le monde. Et ensuite, on fait confiance. Et pour l'instant, ça marche. C'est à chacun de savoir ce qui peut être dit à l'extérieur et ce qui doit rester dans le sein de l'entreprise. L'information n'est pas du tout hiérarchisée, en fait. Pas du tout. Très intéressant. Et le dernier des principes, c'est un principe qui est plus au niveau de chaque individu, au niveau personnel, c'est la croissance. Oui. C'est faire en sorte de progresser, d'apprendre de ses échecs. Et pour faire ça, on a un principe de feedback, donc de partager du feedback, qu'il soit très positif ou constructif, avec des points d'amélioration, pour que, de manière collective, on s'améliore et que chacun progresse dans sa carrière, progresse dans son métier, chacun dans son art, et ainsi que, de manière générale, on devienne meilleur de jour en jour. Est-ce que c'est comme chez Decathlon, c'est le rendez-vous une fois par semaine que personne ne doit rater, ou c'est plus libre, chaque manager, chaque leader fixe son propre cadre? C'est beaucoup plus libre. D'accord. Alors déjà, ce feedback, il est vraiment... tout le monde peut donner du feedback à tout le monde. À tout le monde. Il est 360. Il est complètement 360. On a quelques rendez-vous dans l'année, 2 par an, un peu formels, où là, chacun reçoit du feedback de ses pairs. Oui. Et puis, à tout moment on peut le faire. de l'année, on peut le faire, on peut donner du feedback. Et encore une fois, c'est pas seulement sur les points d'amélioration, c'est aussi les points féliciter et dire ce qui est bien. Oui, ça fait du bien aussi. On parlait ça fait des du émotions bien, dans ça le crée de la précédent confiance, podcast. Bien Exactement. entendu. Merci Aurine. Et donc, Thibaut, selon toi, comment la confiance intervient dans nos conditions de travail ? Alors, pour moi, la confiance se construit à partir de la création des espaces de discussion. C'est l'aspect central de la qualité de vie au travail, ou du moins de la QVCT, oui. La qualité de vie des conditions de travail, même dans son origine même. Le point principal, c'est l'implication des collaborateurs dans l'amélioration du travail. C'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, cette création d'espaces de discussion va permettre plusieurs choses. Tout d'abord, d'améliorer la perception de compétences du management, parce qu'en discutant, on peut découvrir, apprendre de nouvelles choses avec son manager. La perception de crédibilité. Oui. Et puis, espace de discussion, on peut dire à son manager, écoute, demain, mon enfant est malade, j'ai besoin d'être à la maison. Et donc, derrière, en fait, lorsqu'on a ces 3 conditions qui sont remplies, cela génère une confiance envers le management, c'est-à-dire la volonté de se rendre vulnérable
en raison d'attentes positives. C'est-à-dire que c'est dans le passé, on va observer si ces 3 conditions sont remplies et derrière faire un pas vers le manager. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ces 3 conditions, en fait, on les retrouve à travers la notion de bien-être eudémonique, c'est-à-dire la motivation intrinsèque. Ça, c'est les travaux de Deci et Ryan, qui sont très connus en psychologie. Mon collègue pourra en discuter, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Et en gros, vous avez 3 principaux nutriments qui permettent de alimenter votre motivation. Oui. Le premier, c'est le sentiment de compétence. Oui. Donc, si votre manager partage ses compétences, derrière, vous vous sentez plus compétent. Le deuxième, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, si votre manager est bienveillant, attention, bienveillant, c'est pas béni oui oui. Bienveillant, c'est dans le but de créer du lien social. C'est-à-dire c'est assez intéressant chez Alan, on essaye d'aplanir la structure hiérarchique tout simplement pour faire en sorte que tout le monde fasse un corps commun. Oui. Et enfin, la troisième notion qui est importante, c'est le sentiment d'autonomie, perception d'autonomie, et qui là intervient à partir de la troisième dimension qui est plutôt, je dirais, la crédibilité, le fait qu'il n'y ait pas de décalage entre le discours et les actions, c'est-à-dire en fait, on va pas avoir besoin de contrôler son collaborateur parce qu'on lui accorde la confiance et derrière, on va pas lui faire de mauvais coups. Je vais donner très vite un exemple. J'ai eu une entreprise que j'ai suivie, bancaire, où en fait, il disait aux salariés, on vous fait confiance, allez télétravailler. Sauf que les managers, ils avaient tous des écrans avec des feux verts, feux rouges. Oui. Dès qu'un salarié ne touchait plus à la souris, Il avait un appel. il avait un appel. Faut vraiment faire attention. Créer un espace de discussion pour un manager, c'est un gros risque. Moi, j'ai été DRH. Des fois, vous partagez des informations auprès de collaborateurs qui peuvent être très sensibles. Derrière, vous prenez un énorme risque et le risque que le collaborateur utilise cette information contre vous. Vous partagez vos compétences auprès de personnes qui sont vos N-1, ça veut dire que vous perdez en légitimité. Donc ça aussi, c'est compliqué. Ça crée une dette. Et d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si vous aimez les séries House of Cards, par exemple, ce sont les spécialistes, ils créent des dettes, ils vont discuter pour essayer de piquer de l'information et puis après dire, je sais quelque chose, si jamais je le divulgue, ta carrière est foutue. Donc en fait, quelque part, c'est ça aussi qui est en jeu et ça explique la difficulté aussi de créer de la confiance. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais en France, si on fait un état des lieux de la confiance, il y a une enquête qui est produite tous les ans par le CEVIPOF. Le CEVIPOF, c'est un organisme de Sciences Po. La dernière vague, qui date de février 2024, témoignait du fait que 38% des Français déclaraient avoir un état d'esprit de méfiance. Et finalement, on n'a que 18% de mémoire qui déclaraient avoir confiance. Donc, quelque part, ça témoigne aussi de l'ambiance générale, mais surtout de la difficulté à initier la confiance, à prendre un risque. Sur le registre institutionnel, instaurer la confiance, donc, va passer par dans quel système ou dans quelle organisation, finalement, je vais être. Les travaux de Laloux ont montré qu'il y avait 5 types d'organisations. On peut être soit dans une organisation type impulsive. Alors là, c'est un petit peu comme le fonctionnement d'un gang. C'est très relation dominé-dominant. C'est pas là qu'il y a le plus de confiance, du coup. On a l'environnement traditionnel où là, finalement, il y a une hiérarchie qui commence à se mettre en place, très bien rodée, on va dire. Et c'est une institution qui a plein de protocoles qui sont mis en place et qui n'aiment pas trop les voir changer. Donc, si les protocoles sont mis en place, donc développer son autonomie, là par exemple, et avoir l'impression qu'on a confiance en nous, c'est pas évident non plus. On a le système réussite qui prône la productivité avant tout et en considérant que l'être humain est une machine. Oui. Donc là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur ni à se reposer. On a le système pluraliste qui fonctionne comme les startups. Là, ça favorise davantage l'autonomisation et l'innovation. Et on regarde plutôt le résultat et l'idée, c'est d'aller très vite. Oui. Et puis, on a du coup le système évolutif qui vise, lui, à faire en sorte qu'on soit que sur une certaine horizontalité, avec une transparence des informations, le fait qu'il y a une autonomie et ça fonctionne très bien en groupe, avec le risque dans les périodes difficiles qu'on revienne à des modes de fonctionnement finalement antérieurs. Oui. Instaurer une confiance, finalement, ça va plus ou moins être facile, justement, en fonction justement du système ou des conditions de travail. L'exemple de House of Cards, il est parfait. Là, c'est très dur. On a besoin d'être au clair avec le fonctionnement de l'institution pour savoir aussi si, est-ce qu'on ose ou est-ce qu'on n'ose pas partager certaines informations. La transparence, c'est génial, c'est sûr.
attention, effectivement, en fonction des environnements. Et en même temps, je dirais qu'on a besoin de le tester Oui. aussi pour se rendre compte. Souvent, en fait, on a tendance à vouloir donner sa confiance a posteriori plutôt qu'a priori, mais finalement, on gagne beaucoup de temps si on donne sa confiance a priori, puisque on va le tester tout de suite. C'est ça. Et donc, on en est toujours en capacité ensuite de revenir sur plus de contrôle, avec un peu plus de méfiance, si on s'aperçoit que la personne en face de nous n'a pas les mêmes codes que nous. Exactement. Et utilise après les informations effectivement contre nous. Ce qui permet d'arriver là au deuxième point, effectivement, sur le registre de la vulnérabilité, puisque Thibaut en a parlé aussi à 2 reprises. L'idée de la vulnérabilité, c'est qu'on la ressent tous en tant qu'être humain. Dès qu'on prend des décisions, qu'on prend des risques, dès qu'on s'expose aux autres, donc ça marche dans le partage des informations, et dès qu'on est face à l'incertitude. Donc nous, on a besoin, de manière individuelle, d'être au clair sur le fait qu'en fait, on est toujours vulnérable. Oui. Par contre, on va faire différentes choses de cette vulnérabilité. Soit on considère que c'est une faiblesse et on va plutôt la masquer et la cacher. Donc, comme on sait, d'après les travaux de Brown, que la vulnérabilité, c'est quand même le catalyseur des liens sociaux et donc finalement de confiance. Considérer qu'être vulnérable, c'est être faible. Après, bien sûr, selon les environnements qui peuvent renforcer cette idée, bien sûr, erronée, ça va pas trop aider. Puis on peut considérer la vulnérabilité plutôt... Pardon, je vais y arriver, je suis fatigué aussi. On peut considérer la vulnérabilité comme une force qui, elle, là, finalement, en la considérant comme telle, les stratégies qui sont mises en place, du coup, favorisent vraiment l'innovation, le changement, et donc le fait d'oser. Et ce qui arrive finalement là au 3e point, c'est que ce soit manager, collaborateur ou qu'importe finalement dans l'aspect relationnel, à s'autoriser à se montrer vulnérable en partageant ses compétences, mais ça peut être en partageant ses doutes aussi ses émotions. Ses émotions, tout simplement, en toute authenticité finalement. Là, ça permet vraiment d'instaurer un climat de confiance. Oui. Et comme on le disait tout à l'heure, à confiance développée, on a davantage envie de s'investir, on a davantage envie de prendre des risques aussi. Parce que si on a confiance, finalement, c'est beaucoup plus facile d'oser faire des erreurs et donc finalement de se développer. Et voilà, donc il y a ces 3 dimensions dans les conditions de travail en lien avec la confiance institutionnelle, personnelle et du coup de surcroît relationnelle. On a dit beaucoup de choses. Finalement, on se rend compte que oui, la confiance intervient. La confiance ou l'absence de confiance aussi interviennent dans nos conditions de travail au quotidien et vont générer un certain nombre de comportements de chaque personne de l'entreprise, que ce soit manager ou non manager. Et ça va permettre aussi d'élargir le cercle d'autonomie et de travailler en toute confiance, finalement. Là où ça intervient essentiellement dans nos conditions de travail, c'est qu'on va être autonome, beaucoup plus acteur de notre environnement, comme on le propose chez Alan, où finalement... on n'attend pas après notre hiérarchie, on n'attend pas après une validation de oui, on a confiance en toi ou non. On sait qu'on a cette confiance, on sait qu'on a cette autonomie, cette indépendance en soi, que finalement on donne beaucoup plus de sens à l'objectif et au client. On travaille tous pour le client, on travaille tous pour un objectif. Et pas pour répondre à un cadre ou à des directives parce qu'on est en pleine confiance. On est en confiance. Donc évidemment, la confiance intervient dans nos conditions de travail et au quotidien. Et l'absence de confiance aussi. Thibaut, en quoi la confiance peut-elle agir sur nos aptitudes au travail, sur le développement de nos compétences ? Alors cette question, elle est vraiment intéressante parce que c'est une question que je me suis posée très récemment. Dans le cadre de mes travaux de thèse, on travaille sur ce qu'on appelle la publication scientifique et donc on essaye de démontrer nos travaux de recherche auprès de spécialistes du sujet. Et en fait, il y a eu ce qu'on appelle un appel à contribution, c'est-à-dire on a une thématique sur laquelle on peut intervenir et proposer nos travaux de recherche. Et donc cette thématique, elle porte sur la confiance et sa relation avec le savoir. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je mesurais au sein des entreprises, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai un questionnaire de 60 questions et j'ai découvert qu'en fait, que dans ce questionnaire, donc qui est un questionnaire de Great Place to Work, des entreprises où il fait bon travailler, ce questionnaire, en fait, j'avais 13 questions qui mesuraient la confiance envers le management. Bon, ok, très bien. La confiance a un impact sur la performance, très bien. Mais en fait, ce que j'arrivais pas à mettre la main sur, c'était sur... c'est quoi ces organisations qui ont une surconfiance en fait envers le management? En anglais, alors ce que j'ai nommé en tant que concept, relational intensive firms, c'est-à-dire les firmes, donc des entreprises à relations intensives, c'est-à-dire en gros qui misent sur la relation
et la confiance étant une relation, Oui. ce sont celles qui vont développer de la vulnérabilité. Et donc, c'est la caractéristique même de ces firmes, c'est que elles ont un capital confiance qui va permettre de diffuser le savoir. En fait, aujourd'hui, vous prenez OpenAI. C'est une entreprise où vous avez les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mathématiciens qui ont travaillé dessus, sur leur algorithme, pour créer cette intelligence artificielle générative. Et donc, c'est très bien d'avoir un savoir. Mais moi qui ai travaillé fréquemment avec des laboratoires dédiés à l'intelligence artificielle, la première problématique, ce sont d'excellents ingénieurs, ce sont d'excellents docteurs dans leur discipline, mais ils sont incapables de transmettre le savoir. Oui. Et donc, c'est pourquoi la confiance est fondamentale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société où les entreprises, elles vont avoir des talents, du personnel avec du savoir fondamental qui va être critique pour l'entreprise. Quand vous regardez la compétition qu'il y a sur les intelligences artificielles génératives, c'est là-dessus que ça se joue. En fait, c'est celle qui va tuer le game, si je peux me permettre. Et donc, pour tuer le game en tant que tel, eh bien, finalement, c'est ça, c'est la confiance. C'est le moment où, finalement, même le programmeur qui n'a jamais travaillé sur un algorithme va être capable de se l'approprier et de l'opérationnaliser. Oui. Parce qu'en fait, si on regarde OpenAI, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, mais ça fait combien d'années qu'on travaille sur l'IA ? Ça fait quasiment une vingtaine d'années qu'on travaille sur les IA génératives. La seule différence, c'est son applicabilité, le transfert du savoir vers son opérationnalité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse l'utiliser, nous, à n'importe quel moment. Nous, la transmission. Oui. Kevin, selon toi, en quoi la confiance peut-elle agir sur nos aptitudes au travail, ou plutôt sur le développement de nos compétences ? Je dirais qu'au-delà de la diffusion de savoir, qui est effectivement essentielle pour gagner en compétences ou en capacité, la confiance, elle va jouer dans le sentiment de sécurité de base, puisque ça fait partie de la définition. Si je me sens en sécurité, en fait, avec mon équipe ou dans l'institution dans laquelle je suis, je vais donc de ce fait davantage oser, en fait, oser sortir de ma zone de confort, oser justement développer certaines de nouvelles aptitudes, quitte à faire des erreurs et être renforcé. Finalement aussi par rapport à ça, par l'apprentissage, effectivement. En me sentant davantage en sécurité, donc on revient sur la dimension sociale et avec les travaux de Brown sur la vulnérabilité, je vais pouvoir me révéler, et en me révélant, effectivement, donc il y aura davantage un partage de compétences, finalement, mais ça rejoint la diffusion des savoirs. Si culture de confiance il y a, en termes, et là ça va rejoindre finalement les travaux de Bandura sur la confiance en soi, mais si environnement de confiance il y a, nécessairement les retours en fait que je vais avoir de la part de mon institution ou de mon équipe, je vais pouvoir y croire. Que ce soit des retours positifs, donc pour gagner finalement, c'est les retours évaluatifs du coup d'après les travaux de Bandura. Je vais les croire, donc je vais développer un sentiment de capacité et pouvoir finalement reproduire ces activités et ces tâches et pouvoir continuer à évoluer. Et dans le cadre des retours négatifs, si l'environnement est de confiance, négatif constructif, je vais pouvoir l'entendre et chercher du coup à évoluer aussi. Si confiance il n'y a pas, je vais voir le retour négatif plutôt comme quelque chose de dévalorisant et qui va pas vraiment me donner envie de m'investir davantage. Et finalement, si erreur il y a, tu vas peut-être pas la nommer, peut-être la cacher plutôt, de peur. Et le principe d'entreprise apprenante, c'est de se nourrir des erreurs des autres. Et donc, pour ça, il faut les communiquer. Donc. Tout à fait. Il y a une anecdote, d'ailleurs, je crois qu'il existe c'est Bill Gates qui avait dit avant de monter Microsoft que lui, il voulait surtout que des gens qui avaient échoué. Oui. Parce que justement, il y a cette culture d'apprentissage, ce qui est moins le cas en France, malheureusement. En France, on est plus sur malheureusement la culture de la honte. Oui. En fait, où l'idée, on pense que l'échec est honteux. Que l'échec est honteux, et donc effectivement, il faut le cacher, et l'erreur aussi. Après, je dirais que la confiance va jouer aussi en termes de développement de compétences. Là, si on se base sur le modèle de motivation au changement par rapport à Prochaska et Di Clemente, puisque dans le changement, finalement, et donc même sur le fait de sortir de sa zone de confort, il y a toujours un stade qu'on appelle l'ambivalence. Donc, l'ambivalence, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ose pas. Et généralement, on a besoin de résoudre cette ambivalence, c'est-à-dire de considérer qu'il y a plus de positif dans ce que je vais faire que de négatif. Donc si l'environnement est confiant, s'il y a une confiance dans l'environnement et que ça montre effectivement que les bénéfices vont être largement supérieurs finalement au coût, je vais pouvoir effectivement me lancer davantage. Donc finalement, ça va tout favoriser en termes de sentiment de sécurité qui va nous permettre d'évoluer et de changer aussi davantage et plus vite. Et en apprenant de nos erreurs et de nos échecs. Merci Kevin.
À partir du moment où il y a une confiance, on va être amené à tester, à apprendre. Finalement, c'est pas en diminuant la pression qu'on va être moins efficace, bien au contraire. On dit souvent que chez Alan, il n'y a pas de manager. Oui. C'est vrai, mais chaque personne chez Alan a un coach.